Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur DevApps, le podcast que nous consacrons aux développeurs .NET, Web, Mobile, VB, Cloud, 3D. Je crois que j'ai mis une erreur, mais ça c'est pour l'humour. Alors, une fois n'est pas coutume, on a tiré au sort pour savoir qui présenterait l'émission, et c'est moi, Christophe Peunier, qui a gagné. Ou perdu. Ouais. On verra. On ne sait pas. Alors, nous enregistrons cet épisode le 18 avril 2018 et je suis bien évidemment accompagné de mes camarades Denis Voituron et Richard Clark. Salut. Bonjour patron, comment vas-tu? Comment s'est passé le meet-up à Lille ce jeudi dernier? Ah ben très bien, hein, t'étais là aussi, donc t'as pu y assister, mais apparemment on a eu des bons retours, donc c'était intéressant sur présentation de VSTS entre autres, avec Adrien Clairbois qui a lui présenté d'autres sujets de connexion Web API et des choses comme ça, donc c'est bien amusé. On peut retrouver ça sur YouTube je crois, c'était diffusé en live. Ouais. On fait une recherche sur Meetup Lille et vous allez retrouver la vidéo, ceux qui sont intéressés, ça dure quoi, 1h30 à peu près, je pense. Ouais c'est ça, donc c'était du DevOps, du VSTS, il y avait aussi du Clean Code à un moment donné et à la fin, je ne sais plus. Il y avait les API, la documentation des API, je ne sais plus non plus. War, je sais plus quoi, enfin je sais plus, enfin bref, c'était assez intéressant. Je me tourne maintenant vers le sud-ouest. Bonjour Richard, c'est un peu toi qui es notre invité aujourd'hui. Oui, bonjour à tout le monde. Avant de commencer le sujet, je suis heureux de vous inviter tous à notre Slack qui a été ouvert cette semaine. Alors c'est un réseau social pour les développeurs. Donc l'espace de travail c'est devapspodcast.slack.com. Alors Richard, en fait, tu pourrais nous dire ce qu'on va retrouver sur ce Slack? Bah, écoute, l'idée c'est de pouvoir discuter entre nous les auditeurs, enfin tous ceux qui sont intéressés par les technologies .NET. On a fait différents channels. On a des channels web, des channels outils, des channels généraux, etc. Où vous pouvez venir discuter, proposer des sujets de podcast, réagir aux podcasts qu'on a déjà fait, et puis discuter de tout et de rien. Ouais, et surtout de dev. Et surtout dev. Voilà. On a déjà commencé, il y a déjà quelques canaux qui sont là. Hein. Il y a un canal sur le web, je pense, sur un canal divers évidemment où on peut s'amuser. Et bon, on en créera au fur et à mesure. Hein. Et Denis, tu pourrais nous dire comment on fait pour venir? Ah ben pour venir, ouais, d'abord c'est ouvert à tous. Il suffit d'envoyer un petit mail. On envoie un mail sur tout simplement slack@devaps.be. Et logiquement d'ici quelques heures plus tard, ça dépend du temps de réactivité de Christophe, puisque je crois que les mails arrivent chez toi, donc quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. Non, on parle en minutes avec moi. Ah, en minutes, ouais, c'est mieux qu'un bot en fait. Ça, c'est impressionnant en fait. Ouais, c'est bluffant. Bon, écoute, et c'est gratuit, bien sûr. Et c'est gratuit, ouais. Bien évidemment. Et vous pouvez juste assister ou participer aux conversations, donc vous verrez comment on déconne quand on n'est pas en ligne. C'est un peu ça, ouais, tout à fait. Bon, allez, aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'est Blazor. Alors, nous ne sommes pas dans le développement web, nous sommes dans le développement web, et pour bien aborder le sujet, dans un premier temps, Denis, tu vas nous expliquer ce qu'est les WebAssembly. Oui. Pourquoi il est important de connaître cette partie-là? Ben parce que c'est la base de Blazor. On va le voir justement d'ici quelques minutes. Et toi, Richard, concrètement, tu vas nous montrer comment créer notre première application avec Blazor. C'est bien ça? Oui, on va avoir une première application et puis après quelques techniques un petit peu plus avancées. Ouais. D'accord. C'est Richard qui a mis les mains dans le cambouis et on va voir, c'est pas facile parce que Blazor, on va en parler tout de suite, mais vraiment version plus que bêta, alpha ou encore avant, je sais pas comment ça s'appelle. Donc à mon avis, il doit bien s'amuser avec tous les petits bugs qui traînent dans tous les coins. Mais en fait, c'est Richard au niveau national parce que vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Blazor en français. En fait, on va tomber sur ton blog parce que tu as déjà fait à peu près 4 ou 3 parties, je crois, de mémoire. Ouais, 4 parties pour découvrir un petit peu ce que c'est que Blazor. Ouais, donc on tombe directement sur toi, c'est vraiment sympa. On y va? On y va. On est parti. Donc, Denis, je te laisse la parole. On va commencer, comme tu l'as dit, par expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi en fait on parle maintenant de WebAssembly, d'où ça vient. En fait, quand on parle de web, tout le monde le sait, on parle surtout de pages HTML, puis de tout ce qui peut être présentation autour. Il y a des technos du style CSS et HTML. Et
si on fait du développement, et bah, maintenant dans tous les sites web, il y en a au minimum un petit morceau, voire parfois beaucoup plus, voire parfois quasiment que ça, on parle du JavaScript. Donc bah, le JavaScript, c'est le langage le plus populaire pour pouvoir faire des développements de sites web, des pages. Alors bah, à créer, c'est tout simple, hein, c'est juste une balise, donc on fait inférieur, script, supérieur, et puis dedans à l'intérieur on vient mettre du code. Et le code JavaScript est à apprendre en tout cas assez facile, assez simple. Hop, on peut changer le slide, puisque c'est toi Richard, je pense qu'à la manette, voilà. Ouais. Alors le problème principal de JavaScript, c'est ça. Ceux qui ont l'écran, ils voient un peu, on se retrouve quand on veut faire du développement, en tout cas quand on va plus loin que juste une petite procédure pour juste faire un petit Hello World, ben on se retrouve avec quelque chose qui devient quasiment impossible à suivre, à gérer. Alors on pourrait dire que c'est quasiment le langage assembleur, alors qu'ici on voit c'est toute une série de commandes JavaScript mises les unes à la suite des autres. Le programme, l'informatique, ben lui, ça lui pose pas de problème. L'ordinateur, il exécute ça. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, arriver à créer ça, ça devient quand même, et à comprendre, ça devient quasiment impossible. Donc forcément, il y a toute une série de technologies qui sont au-dessus, qui vont permettre de simplifier un petit peu tous nos développements quand on fait du développement JavaScript. Donc, la force du JavaScript, je viens de le dire, facile à apprendre. Autre force actuellement, c'est le roi du web. C'est-à-dire, dès que vous faites du site web, ben, je veux dire, il n'y a quasiment pas de choix, c'est du JavaScript. Après, on a eu d'ailleurs d'autres podcasts précédemment sur, notamment du TypeScript. On verra, il y a d'autres types de langages. C'est souvent des langages dont le résultat pourrait être comme en TypeScript, par exemple. Le résultat de la compilation d'un programme TypeScript, c'est du JavaScript. Donc, au final, c'est quand même le JavaScript qui est exécuté, je vais dire, dans le navigateur Internet. Donc, très facile à apprendre. Et surtout aussi, une des forces, mais qui est son inconvénient majeur pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire en JavaScript, vous écrivez n'importe quoi, il va vous afficher quelque chose éventuellement à un endroit pour dédicacer aux développeurs, donc les zones la fenêtre de console par exemple, mais il n'y aura pas de plantage de l'application, ça fera pas ce qu'on veut évidemment, mais il n'y aura pas de plantage de l'application ou de message comme on pourrait le retrouver dans une application classique qui va planter un message d'erreur et puis qui va se fermer, quoi. Ça, c'est pas le genre de choses qu'on pourrait retrouver avec du développement en JavaScript. Autre avantage, c'est le typage aussi. Il est typage dynamique, c'est-à-dire quand vous avez besoin de gérer une donnée, ben vous simplement on la déclare, et encore, pendant certaines versions, on n'est même pas obligé de le faire. Donc on la déclare, on l'utilise, mais on ne doit pas dire quel type c'est, de quelle manière ça fonctionne, on l'utilise et entre guillemets, on espère que ça va fonctionner de la manière dont on l'a vu, on l'a appris sur les différents sites de tutos d'internet. Denis, je te coupe, mais en fait, faut pas oublier que là, on va parler côté navigateur. Puisque tout à l'heure, tu dis il y a que JavaScript. Alors, JavaScript, on va prendre des fonctions, mais il y avait aussi le langage PHP, mais lui qui va être interprété côté serveur. Côté serveur. Là, on est vraiment dans du langage qui va être exécuté au niveau du navigateur. Ce qui est pas plus mal, parce que tu me coupes, mais on va un peu délester en charge le serveur, puisque là, c'est l'utilisateur, le client. C'est la machine du client qui va travailler. C'est ça. C'est souvent ce qu'on arrive de plus en plus avec des technos. Ben, on avait eu aussi un podcast que Richard nous avait donné sur Angular. Ben, typiquement, Angular, c'est ça. On estime que le navigateur, c'est l'interface graphique, on va dire, d'une application classique. Et donc, on va mettre du code qui va dynamiser tout ça, qui va programmer tout ça pour savoir où afficher les données, comment les afficher, en liste, en grille, les traiter. Mais la source de données va se trouver sur le serveur, avec du développement en ASP.NET Core, en ASP.NET classique, en PHP. Et donc là, il y aura des ressources classiques, on va dire, et le JavaScript, effectivement, fait l'affichage des données. Globalement, c'est ça, l'affichage et le formatage des données sur l'écran. Et donc, pour tout ça, c'est très bien. Alors, JavaScript, on a dit, c'est majoritairement, effectivement, côté client, dans le navigateur. Bon, après, il y a des solutions qui existent, avec notamment du Node.js, où on peut développer des applications, on va dire serveurs ou des applications classiques en JavaScript aussi. Donc on utilise le langage JavaScript, mais on compile une application un peu traditionnelle, quoi, classique. Donc les avantages, faciles à apprendre, c'est le roi du web, tout le monde l'utilise, etc. Il y a évidemment des inconvénients, et d'où l'utilité du podcast d'aujourd'hui. Premier inconvénient en JavaScript, c'est qu'il y a un manque de structure. On ne force pas, ça c'est son avantage, mais c'est surtout son inconvénient si on veut faire des applications un peu plus grandes, c'est qu'on ne force pas le développeur à respecter certaines contraintes, comme on l'aurait en C#, comme on l'aurait en Java, de pouvoir dire, je veux créer par exemple une classe, un objet, je dois respecter certains éléments, et si je n'accède pas, il va avoir un problème à la compilation par exemple, ou il va avoir un problème à un moment donné, mais avant de distribuer le code.
Donc ça, c'est l'aspect manque de structure. L'aspect programmation objet, on peut pas dire qu'il y a réellement quelque chose dans les versions, on va dire, majoritaires. Ça commence à arriver dans les toutes dernières versions de JavaScript, mais qui ne sont pas non plus utilisées dans la majorité ou dans tous les navigateurs, parfois un peu plus anciens. Et donc, globalement, on peut dire que c'est franchement mal accepté par les professionnels au niveau des développements de logiciels, quoi. On est obligé parce que c'est le roi du web et il n'y a pas d'autre chose en gros pour le moment. Mais si on pouvait s'en passer à la limite et avoir un langage peut-être un peu plus renforcé en termes de structure, on parle de C#, de Java, du C++, ce genre de langage-là, souvent on est quand même plus à l'aise, je veux dire, en tant que développeur pour faire des applications de dizaines, de milliers de lignes de code avec plusieurs développeurs et pendant plusieurs mois, quoi. Donc les alternatives, c'est depuis toujours, on va dire, on essayait de sortir des alternatives. Alors parfois un peu malheureuses, je dirais à la mode Microsoft à l'époque, qui était d'essayer de forcer un peu le marché en disant nous on a un Internet Explorer et on va vouloir mettre ce qu'on appelait des ActiveX. Ou même chose, Java fait des applets de Java. Donc le principe c'est on utilise le navigateur mais juste comme support, comme container, et dedans on va faire une application classique, développée dans un langage traditionnel, en Java, en C++, en VB6 à l'époque. Et on utilise le navigateur que juste comme support d'affichage, on va dire, de container pour venir mettre le composant qu'on va vouloir utiliser. Un peu plus loin, courant des années 2000, on a eu Flash, qui existe toujours et qui est, abandonné maintenant. Hein. Abandonné officiellement. Il y a quand même des sites web qui l'utilisent toujours. Il est toujours d'ailleurs dans les navigateurs. Mais même les navigateurs modernes maintenant, ils vont par défaut te le couper. Désactiver. Ouais, c'est ça. Pour des raisons de sécurité notamment, puisqu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de Flash qui n'ont parfois même plus été résolus, puisque Flash effectivement est un peu abandonné à ce niveau-là. Mais le principe c'était ça aussi, c'est de pouvoir faire là beaucoup plus des aspects d'animation et comme l'HTML à l'époque et le JavaScript n'étaient pas suffisamment performants, c'était de dire on va afficher ça dans un langage, dans une plateforme qui vient utiliser le navigateur juste encore une fois comme support, comme container. Plus loin vers... Oui. On peut remercier Steve Jobs d'avoir été l'un des premiers à vouloir pourfondre Flash. Ouais, à vouloir dire non, Flash, il n'arrivera pas sur l'iPad, on le mettra pas. Et c'est vrai que quand on voit maintenant l'HTML dans l'état actuel, HTML5 et JavaScript dans l'état dans lequel il y a moyen de faire, on va dire, presque tout ce qu'on faisait avec du Flash à l'époque. Parfois avec plus de lignes de code, mais on le faisait de la même manière, quoi. Et donc, CSV par exemple, hein. Et du CSV, ouais, c'est ça, ouais. Ceux qui viendront sur Slack comprendront, parce que effectivement, c'est surtout avec ça que tu travailles pour le moment, toi. Et donc 2006, 2007, 2008, dans ces eaux-là, on a vu apparaître aussi le fameux Microsoft Silverlight, qui était en gros le concurrent de Flash à l'époque que Microsoft avait mis en place, qui, moi personnellement, je trouvais qu'il était superbe, qui fonctionnait très bien, qui avait énormément d'avantages. Évidemment, qui n'était pas un standard, puisque c'est quelque chose que Microsoft a voulu imposer. Google a fait à peu près la même chose aussi, et notamment, il y a des langages tels que Dart. Maintenant, on retrouve TypeScript, mais lui qui est dans une autre philosophie d'open source, de normalisation. Dart, c'est un langage complètement différent pour s'exécuter après sur base du JavaScript, quoi. Et dans les toutes dernières années ici, on retrouve des plateformes qui sont les prémices, on va dire, du WebAssembly, qui est ASMJS notamment, et on va retrouver WebAssembly d'ici quelques minutes sur l'explication de tout ça. Donc tu peux changer, voilà. Donc voilà, ça c'est un peu l'évolution, l'historique, et ce qu'on a retrouvé il y a, depuis le 17 juin 2015, donc il y a, on va dire, 2-3 ans même pas, c'est une nouvelle norme, puisque c'est supporté et c'est développé par le W3C. Et donc il y a un premier draft qui est apparu le 15 février 2018, donc c'est très 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 récent. En première annonce, 17 juin 2015, 2-3 ans plus tard, on retrouve un premier draft. Et W3C ne font en gros que la norme, c'est-à-dire ils ne développent pas, mais ils spécifient un petit peu, voilà, si vous voulez gérer et vous appeler, on va dire, WebAssembly, voilà ce que vous devez fournir comme caractéristique et comme système. Et donc ça, W3C, attends, je te coupe, n'a jamais a toujours fait que les normes. Ils sont toujours tout à fait. Des personnes, des grosses entreprises qui s'entendent pour. C'est ça, n'importe qui, mais enfin effectivement, Google, Microsoft, voilà. Je sais pas qui à l'époque il y avait HP, il y a toutes sortes de domaines, hein, mais sur W3C est surtout lié au web. Et donc c'est surtout Apple, Microsoft, Google, on va dire c'est souvent ceux-là, et il y en a d'autres aussi, qui sont là pour donner les règles et donc dire quand on veut créer un bouton, comment on va l'appeler, bouton avec en anglais, ça, avec une majuscule, une minuscule, une lettre sur deux en couleur rouge ou j'en sais rien, quoi. Et puis voilà, tiens, on est dans le WebAssembly, ça y est, tu vas commencer vraiment l'explication, mais justement les copains,
parlons tout de suite de ce qui pourrait fâcher, et après moi, on n'en parle plus. Vous avez eu la chance tous les deux, toi de Richard et Denis, d'aller à Seattle en mars dernier, et vous avez pu discuter avec Anders Ellsberg. J'imagine que Denis, toi, tu n'as pas dormi pendant 2-3 jours suite à ça. J'ai pu prendre une photo avec lui. C'est le créateur du C#, créateur du TypeScript, donc c'est une grosse tête. Alors en fait, on avait parlé dans l'épisode 6 de DevApps, donc c'est intéressant, c'était sur TypeScript. Vous avez abordé avec lui, vous m'avez dit, le sujet de Blazor. Et qu'est-ce qu'il vous a dit en fait? Quel était son ressenti là-dessus? D'ailleurs, il y a eu un article là-dessus, donc il y a rien de NDA, de secret là-dessus, donc vous pouvez y aller franco. Dis-moi si je me trompe, Richard, mais globalement, si j'ai bien compris, même plus qu'entre les lignes, il n'est pas très chaud par rapport à WebAssembly. D'abord, lui, il est plus dans les aspects de langage de programmation. On a dit C#, TypeScript maintenant. WebAssembly, on va le voir, c'est plus un aspect plus bas niveau en quelque sorte. Moi, je suis pas très d'accord avec lui, mais ça, c'est l'objectif du podcast aujourd'hui. Mais effectivement, lui, je pense qu'il était pas très chaud. Il donne toute une série d'arguments, pourquoi pas. Notamment, JavaScript est très performant à l'heure actuelle. Il a été énormément optimisé sur quasiment tous les navigateurs. Donc voilà. Je sais pas ce que tu veux rajouter, Richard, sur ça. Oui, ce qu'il dit un petit peu d'ailleurs, c'est un article qui est je sais plus encore, en néerlandais ou ce genre de choses. En danois, je crois. Très facile à lire en plus, très facile à lire, oui. Google est là. Il n'est pas persuadé que ça apporte véritablement un gros plus au niveau des performances, qui est quand même un des principaux arguments avancés par tous les défenseurs des WebAssembly. Et puis maintenant, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui est JavaScript ou TypeScript est bien établi et il voit pas vraiment l'utilité. Moi, je suis un petit peu comme toi, je suis un petit peu dubitatif. Il y a aussi un autre argument il doute des performances parce que de toute façon, on verra, même si c'est du code natif qui est exécuté dans le navigateur, il est forcément dans une sandbox, et donc il doute des performances de l'exécution dans le sandbox. Bon, moi aussi, je pense qu'il prêche un petit peu pour sa paroisse. Ouais, c'est ce que je pensais, moi. Il défend un peu son beefsteak, hein. Voilà, bon, c'est ce qui est normal. Et puis, de toute façon, je veux dire, c'est une techno qui est quand même vraiment toute jeune, hein. Tu disais moins de 3 ans, et puis là, le premier draft, il a 2 mois, quoi. Voilà. Donc, l'avenir nous dira si les développeurs sont partants ou pas. Et c'est de toute façon, s'il y a du monde qui y va, que ça deviendra de facto un standard. Ouais. Maintenant, c'est vrai que je comprends un peu sa position. D'abord, comme tu dis, il défend son beefsteak, mais c'est vrai que JavaScript, ça fait des années, des dizaines d'années à la limite, qu'il existe dans les navigateurs et ils ont eu le temps depuis lors de vraiment optimiser le truc, quoi. Et donc parler sur des aspects de WebAssembly en parlant que des aspects d'optimisation, parce que moi c'est pas réellement nécessairement sur ça, ce point-là qui m'intéresse, que sur les aspects d'optimisation et de code qui va s'exécuter beaucoup plus rapidement. Et donc là oui, des aspects du style des jeux 3D ou des choses comme ça qu'on pourrait voir arriver dans des navigateurs. WebAssembly pourrait gérer un peu cet aspect-là, quoi. Alors concrètement, comment ça marche le WebAssembly? Alors concrètement, je dirais que c'est assez simple. C'est-à-dire si on prend la définition de WebAssembly sur le site qui est webassembly.org, tout simplement, là où il y a les aspects pratiques, on va dire, de ça. Et ce qu'ils expliquent, c'est WebAssembly, l'objectif c'est quoi? C'est de faire un élément, on va dire, un WASM, donc un fichier qui est en anglais, c'est Safe, Portable, Low-Level Code Format Design for Efficient Execution and Compact Representation. C'est-à-dire, en clair, il doit être safe. Et là, on en discutait juste maintenant, il va se retrouver intégré dans le navigateur. Donc, on va pas pouvoir aller, comme le JavaScript, comme des pages web, et il va pas pouvoir aller surfer sur votre PC, comme le faisait d'ailleurs Silverlight, comme le faisait des ActiveX, c'était une vraie application où vous aviez la possibilité d'aller faire du dir donc lire un répertoire sur n'importe quel dossier de votre PC. Ici, il va vraiment être intégré au navigateur. Donc ça, c'est le but. Il doit être portable, donc disponible sur n'importe quelle plateforme, intégré au navigateur. Il doit être bas niveau. Et donc, ce que je comparerais plutôt le WebAssembly, c'est, je dirais, en gros, ça serait une sorte d'assembleur dédicacé au web. Donc, comme si on avait du binaire, pas exécuté sur le processeur, mais exécuté dans le navigateur Internet.
Et donc en pratique, c'est quoi? C'est on va développer avec un langage de plus haut niveau. Et donc il y a du C++, ça c'est principalement là-dessus que les exemples ont été conçus au départ, du C++, du C, du Rust, du C#, et ça c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va prendre ce code C# par exemple, on va le compiler, donc avec Visual Studio on va le passer dans une moulinette, le compilateur qui va générer des fichiers, ou du moins un fichier qui sera avec une extension WSM. Et ça va être lu, pardon? Ouais. C'est du WASM, ça se dit en anglais. Ah, du WASM, ok. WASM. Ça me plaît beaucoup, ça. Ouais, c'est ça va être drôle, ça encore. Donc, on va créer un fichier WASM. Et ce fichier-là, l'objectif, c'est un binaire qui va être téléchargé dans le navigateur, comme si on télécharge un JavaScript ou une page HTML. Mais évidemment, il va être reconnu par le navigateur et il va pouvoir s'exécuter comme si on exécutait du code natif, je vais dire, dans la machine. Donc ça, c'est pas comme ça que c'est pas déjà utilisé par les moteurs 3D? Actuellement, dans les... l'OpenGL, pas l'OpenGL, la base des moteurs 3D au niveau des navigateurs. Oui, mais ça, ce sont des extensions dans le navigateur, non? Qui se mettent dans JavaScript, je pense. Et j'utilise pas ça, pas de WebAssembly. Je ne sais, bonne question, je ne sais pas. Non. Non, si on fait un petit peu la comparaison avec .NET, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a du code C#, on a un compilateur qui va générer du code de l'IL, Intermediate Language, et après, à l'exécution, le navigateur transforme le code IL en code natif. En code machine, c'est ça. Et juste une petite chose là, donc on a l'extension WASM, et on peut, comme pour de l'IL, transformer WASM en WAT, c'est-à-dire en fichier texte, et on peut lire le code source. Ouais. Comme on le fait avec le IL, on a la possibilité d'aller lire le contenu du code intermédiaire. Et bon, après, il faut se farcir ce code-là pour pouvoir le voir, mais je suppose qu'il va y avoir des décompilateurs, on va dire, qui permettraient de revenir en arrière, ou globalement, quoi. Ouais. Comme on le fait avec du C#, on peut décompiler en quelque sorte le code. Ça peut être intéressant pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc, ça, c'est le schéma, je vais dire, général. On a du code. Donc, par exemple, ici, on a un code en C# ou en C++. Prenons le cas du C#. On a un code en C#. Ce code-là, par exemple, une méthode qui va faire un calcul, il va prendre une valeur A, une valeur B. Donc, on va faire un int calc, entre parenthèses, int A, int B. Donc, on peut avoir vraiment un langage plus de haut niveau avec des types et le C# tel qu'on le connaît, quoi. Et le code qui est là, il va être transformé dans ce fameux format WASM en question, donc c'est du code binaire avec toute une série de codes hexadécimaux, hein, c'est comme de l'assembleur, quoi. Et puis ça, c'est envoyé au navigateur, Edge, Internet Explorer, pas Internet Explorer justement, Edge, Chrome, Firefox par exemple, qui va pouvoir lire le document. Alors attends, côté serveur, côté client, là on est que côté client, donc le C#. D'accord. Ouais. Pour le moment, en tout cas, on est que côté client, ouais. Donc le C# qu'on développe dans Visual Studio, on le génère non pas un fichier .dll mais un fichier WASM en question, et puis on va le mettre dans une page HTML, il va être chargé. Ah donc non. Quand tu attends, il y a un truc qu'il faut m'expliquer. Le code C# il est quand tu l'envoies en fait. Toi tu envoies le WASM. Le WASM, donc le C# compilé, comme si c'était une DLL. D'accord, ok, j'ai compris. Alors il y a juste une petite chose, c'est que Blazor dans l'état actuel ne fonctionne pas exactement comme ça. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. D'accord. Il y a ils sont en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Mais ça, je te laisserai expliquer, Richard. Donc, alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut surtout évidemment savoir, c'est, il faut ce nouveau format, on va dire, WebAssembly, il doit être reconnu puisqu'il doit être lu par le navigateur et puis transformé en langage machine, exécuté, etc. Donc, tous les navigateurs ne sont pas censés le supporter. L'avantage, c'est que comme ça a été standardisé au niveau du W3C, dans le W3C, on le disait, il y a les grands acteurs, dont Google, dont Firefox, Mozilla, dont Microsoft, etc. Donc, ils sont à la source de ça aussi. Donc, ils sont partants sur ça aussi. Et donc, ça veut dire qu'à l'état actuel, dans l'état actuel des choses, tous les navigateurs, on va dire récents, que ce soit Edge, Firefox, Chrome, même sur mobile, pour la majorité d'entre eux, ça fonctionne. Je dirais que globalement, il y a Internet Explorer qui n'évolue pas, donc la dernière version, qui ne supporte pas. Mais si on prend Edge depuis la version 16, si on prend Firefox depuis la version 58-59, Chrome depuis la 65, Safari depuis la 11.1, sur iOS depuis la 11.3, etc. Donc vous avez quasiment, Chrome pour Android aussi, vous avez quasiment tous les navigateurs qui supportent ce format WebAssembly. Et donc ils vont pouvoir l'exécuter a priori correctement.
Alors, juste pour aller plus un peu dans le détail, en termes de comment ça fonctionne, ben, si on prend du code JavaScript, quand on utilise du code JavaScript dans une page, on envoie le fichier .js où il est intégré dans la page HTML. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une phase de ce qu'on appelle du parsing. Donc, il va prendre le code et essayer de le compiler, de l'optimiser pour pouvoir faire une exécution un peu plus performante par après. Et ensuite, il y a évidemment la phase d'exécution. Tout ça se fait côté client. On n'est pas du tout côté serveur à ce niveau-là. On a téléchargé vraiment le code JavaScript sur le client. Ici, l'avantage avec le fichier des WebAssembly, donc le WASM, c'est que la partie compilation, ben, elle aura déjà été effectuée par le compilateur, par Visual Studio, ou par le compilateur qui se trouve derrière. Donc on va envoyer le fichier WASM déjà compilé, il va simplement devoir le décomposer, le décoder, éventuellement recompiler certaines parties avec des intégrations, notamment avec du JavaScript, puisqu'on verra qu'on peut faire des intégrations les deux ensemble, et puis ensuite l'exécution. Donc puisqu'on est plus proche du langage, pas dire du langage machine, mais du langage bas niveau, ça, a priori, ça va pouvoir s'exécuter plus rapidement. Ça, on n'a plus la partie d'optimisation à faire. Il n'y a plus notamment la partie d'optimisation et on a déjà optimisé tout ça et on a pu optimiser mais en prenant des compilateurs qui sont du coup beaucoup plus sensibles. Je veux dire, quitte à prendre plus de temps pour compiler, ça va permettre de sensibiliser, d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact à la fin en termes d'exécution et de poids. Et si on refait la comparaison avec .NET, .NET, mais quand on fait le compilateur, on utilise le compilateur CSC, ça nous génère du code IL, et après quand c'est exécuté sur la machine, on a le JIT, Just-in-Time Compiler, qui lit ce langage IL et qui le compile en natif à l'exécution. Donc c'est exactement le même principe. Donc ce qui permet la première phase de compilation permet d'avoir un code qui est très proche du langage assembleur qui sera exécuté sur la machine. C'est ça. Dans ton graphique qu'on voit sur la vidéo sur YouTube, là tu parles on voit la partie JS où il y a le garbage collector, le ramasse-poussière là. Du coup, lui il est lié à l'optimisation. Il y en a pas parce que c'est déjà compilé et ça a déjà été nettoyé côté lors de la compilation, c'est pour ça? Alors ça, pour moi, c'est une bonne remarque. Pour moi, il devrait y en avoir un. Sur le schéma que j'ai trouvé ici, sur les explications, où il n'y avait pas ce bloc-là. Mais pour moi, le garbage collector, a priori, devrait être là. Ça, je sais pas si Richard a pu l'occasion soit de le tester, soit de le vérifier, mais je suppose qu'il y a un garbage collector au niveau du moteur d'exécution du WASM dans le client, quoi. Oui, alors concrètement parlant, j'ai pas vu son application. J'allais dire, à mon avis, de toute façon, il sera beaucoup plus performant avec les WebAssembly, pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu es sur un site web traditionnel avec du JavaScript, il n'y a pas de garbage collection, pendant l'exécution de ta page. C'est une fois que tu as chargé ton script, tu l'as chargé. Et donc si tu prends par exemple une application qui est développée en Angular, tout le JavaScript de ton application en SPA, elle est chargée pendant toute l'exécution. Il n'y a pas de vidage de la mémoire. Il faut vraiment changer de page, quoi. Ouais, faut vraiment changer de page, aller sur autre chose. Ouais, alors qu'avec WASM, ça peut être, on peut imaginer qu'il y ait du garbage collector qui se fait pendant l'exécution parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de classes, d'entités, d'objets qui sont plus utilisés. Ouais. En gros, c'est vrai qu'on parlait de langage intermédiaire, du YL. On peut considérer que le navigateur maintenant, pour exécuter ce fameux fichier, ce WebAssembly, ce WASM, va devoir en gros intégrer un processus un peu similaire à la machine d'exécution, donc soit la machine virtuelle au niveau de Java, soit le moteur d'exécution de .NET, quoi. Le principe est le même, c'est reprendre du code, l'exécuter en temps réel, le compiler pour le processeur et puis après libérer les mémoires et gérer tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Avant d'arriver à Blazor, le WebAssembly, là, Blazor, nous, on va parler de la couche, enfin, du principe du développement C# côté développeur. Oui. Mais le WebAssembly, concrètement, il est fait pour qui d'autre? Pourquoi d'autre, en fait? On a bien compris qu'on va travailler avec du code machine, du code assembleur, côté client. Mais en amont, s'il n'y avait pas Blazor et le C#. Ben, le WebAssembly, c'est le résultat. C'est le binaire, on va dire, c'est le code compilé, oui. C'est l'équivalent de l'assembleur. Mais donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Il y a, on l'a vu, il y avait du C++. Je pense que tous les exemples classiques qui ont été créés au départ sont été basés sur des exemples C++. Et donc il y a des compilateurs C++ vers du WebAssembly. Et il y a d'autres langages. Il y a du C++, il y a du C, il y avait du Rust. On retrouvera. Alors Rust, ouais, ça je connais pas du tout. Mais pour l'instant, en gros, ça serait que. Il y a Java aussi, je pense. J'ai déjà vu des compilateurs Java qui existent, mais il y a, on va dire, c'est très très récent. Hein. Le draft, il existe que depuis 2 mois, donc il faut le temps que tout ça se mette en place. Mais je dirais que les grands acteurs classiques, on va prendre Java.net et C++, principalement, ces trois-là sont déjà disponibles vraiment en version plus qu'alpha, mais sont déjà disponibles et donc il y a des process qui sont mis en place, quoi. L'avantage peut-être de Blazor, on va le voir, mais c'est que Microsoft est à l'initiative de ça, donc il y a des gens de Microsoft qui font partie de l'équipe ASP.NET d'ailleurs, qui sont en train de développer ce processus de compilation pour réaliser du WebAssembly. Et donc c'est le fameux projet qui s'appelle, ça sera peut-être juste un nom de code, mais enfin pour le moment qui s'appelle Blazor, et qui est tout simplement la concaténation, mais assez mal faite, de Browser et Razor. Browser, c'est le navigateur. Razor, c'est plus tout l'aspect ASP.NET, et on va le voir par après pourquoi. C'est vraiment l'intégration de ce langage qui s'appelle Razor au niveau des ASP.NET, permettant de faire la liaison entre du code natif, du C# et des pages web, quoi. Avec des arrobas, quelque chose, par exemple, pour faire de liaison. Browser, ça n'allait pas. Browser, ça n'allait pas. Voilà, ça t'en parlera avec Steve Sanderson, qui est l'initiateur du projet en question. Et donc, si vous voulez retrouver d'ailleurs plus d'infos là-dessus, vous allez en gros sur GitHub, puisque le projet est en open source, pas depuis peu, mais repris par les équipes ASP.NET. Donc, vous allez sur github.com/ASP.NET/Blazor, donc B-L-A-Z-O-R. Et là, vous reverrez, il y a une équipe, mais il y a 2 personnes principales, c'est Dan Ross et Steve Sanderson, qui sont 2 personnes maintenant qui font partie de cette équipe d'ASP.NET, ASP.NET de Microsoft, et qui sont, à mon avis, full-time quand on voit le travail qu'ils donnent, mais full-time sur le développement de cette application-là. Et donc, ils insistent bien, on est en stade expérimental, comme ils disent, donc c'est la version 0.2, ils étaient à la 0.01, 0.05, on a eu pendant un mois la 0.1, maintenant depuis hier, c'est ça, hein, Richard, je pense qu'on a la 0.2 ? Depuis hier soir vers 18h. Donc voilà, je trouve qu'ils travaillent, ils sont hyper actifs. En tout cas, sur ce projet-là, et Richard me faisait d'ailleurs remarquer que ça fait, je pense, sur les 30 derniers jours, c'est l'un des projets, ça fait partie du top 3 des projets les plus actifs. Ça fait partie du top 3 les plus actifs dans les tendances sur GitHub, dans les projets .NET. Hein. Donc, il y a des projets de type Unity CS Reference, et le 3e, c'est Blazor, qui se trouve là avec, en quelques semaines, même pas, plus de 4200 likes sur le projet. Il a été forké 356 fois, donc il y a quand même pas mal d'activités qui sont associées à ce projet. Donc c'est bien, parce que ça donne en tout cas un engouement, je pense, derrière ça. Et moi, je pense que c'est ce qu'il lui faut, quoi. Il y a un signe, hein. Il y a un signe sur ça, ouais. Ils envoient quelque chose de sympa, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, en pratique, comment ça fonctionne? Oula, sur YouTube, tu viens de sortir ton imprimante matricielle, là. Ah ouais, c'est ça. Un schéma qui, c'est juste un screenshot. Schéma de merde. Oui, ça, on va leur montrer qu'il existe PowerPoint aussi pour faire des schémas, ça, je suis d'accord. Donc, ce schéma, on va pas le passer en détail d'ailleurs, hein, mais c'est juste pour expliquer la source du WebAssembly, d'où ça vient, au niveau de C#. En fait, ils se sont basés principalement sur le projet Mono. Ceux qui connaissent l'historique de Xamarin et de Mono.NET qui existait à l'époque, c'est, en gros, globalement, l'initiative, c'était de faire du .NET, du C# plus exactement, et de pouvoir compiler ce langage C# sur des aspects multiplateformes. C'est à l'époque où Microsoft n'était vraiment que dans un monde Windows. Xamarin a repris d'ailleurs ce projet-là pour pouvoir le rendre multiplateforme sur mobile, donc avec iOS, Android. Et il y a notamment une partie de ce projet Mono qui a été repris pour pouvoir, typiquement ici, reprendre l'aspect de compilation du langage, du C#, pour en créer un WebAssembly au final. Et donc le schéma qui est là, très grossièrement, explique un petit peu qu'on utilise le runtime Mono, donc cette fameuse bibliothèque multiplateforme. On utilise des bibliothèques C, on utilise du C#, et avec différentes astuces de compilation, ça permet de créer du bytecode, commun on va dire, et sur base d'une bibliothèque qui s'appelle MonoWasm, de transformer ça dans un fichier index qui va pouvoir être lu dans un index.js. Donc c'est l'architecture, je vais dire, assez grossière de la compilation et du processus de transformation du C# via le projet Mono
en WebAssembly et de l'utiliser ensuite en JS. Alors c'est juste pour info parce qu'on l'utilisera pas du tout par après. Et Richard, je pense pas, va passer par ce schéma-là non plus. On va faire de l'aspect pratique. Mais donc, pour terminer, l'aspect principe de base, c'est on va avoir une page web, une page HTML. Alors la page HTML, elle est composée de ce qu'on appelle un DOM, donc le Document Object Model, c'est-à-dire ce sont des balises. Il y a la balise HTML, une balise body, et à l'intérieur de cette balise body et de ce code HTML, on va venir placer en gros deux fichiers JavaScript. Un fichier qui est mono.js, tout simplement parce que ça vient effectivement de la compilation mono, donc vous pouvez aller voir, c'est un fichier tout simple, c'est un fichier qui contient du JavaScript mais fixe, qui n'est créé qu'une seule fois dans le projet. Un fichier Blazor.js également, qui va permettre notamment de faire la passerelle entre le DOM, donc la page HTML, et le langage entre guillemets C#, donc le WASM qu'on va créer, le WebAssembly. Et il y a également un mono.wasm à devoir utiliser. Et en plus de ça, il y aura votre bibliothèque, qui pourra s'appeler par exemple monassembly.dll et qui fera appel, elle est basée sur du .NET Core, donc elle va pouvoir faire appel à toutes les bibliothèques .NET Core un peu classiques, donc la MS Core lib.dll, .NET Standard.dll, système Net HTTP DLL, etc. Donc en gros, si je résume, on a une page web, on aura le fichier Blazor, on va référencer le fichier Blazor.js, Mono.js, Mono.wasm, plus votre bibliothèque, votre DLL. Et elle va aller se charger d'aller chercher les bibliothèques externes si c'est nécessaire. Donc ça, c'est un peu le principe complet. Donc voilà. Donc le principe de base, c'est ça. Donc c'est à créer, on a une page CHTML ou HTML, avec par exemple une page, on verra, de compteur, peut-être que Richard la montrera dans les exemples. Et donc cette page compteur CHTML qu'on va créer, plus les classes, quand on va compiler ces classes, on va générer le compilateur et les modules de compilation que l'équipe est en train de développer. C'est ce moteur de compilation avec le moteur Razor et les extensions de Blazor, c'est de pouvoir à ce moment-là fournir une DLL, mon assembly DLL, qui va être de type .NET Standard. Et ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va on va utiliser toutes les extensions et tout le développement qui existe au niveau de .NET Core actuellement, donc de .NET Standard plus exactement, pour pouvoir développer nos applications. Donc on va prendre du connu, je vais dire, du C# mais connu, version connue, pour pouvoir l'utiliser et le mettre en place. Je vais juste rajouter quelques petites précisions. Donc au niveau du navigateur, le navigateur, lui, c'est comme l'intelligence artificielle, il est très con. Il comprend rien, il comprend que le DOM, il comprend que c'est balises. Ouais. Quand on est en C#, nous, on est aussi très bête, on comprend que des codes orientés objets avec des classes, des méthodes, des propriétés à l'intérieur. Donc il faut pouvoir faire le lien entre ces deux. Et il se trouve que chez Microsoft, il y avait déjà quelque chose qui existait, qui était capable, à partir de code C#, de générer le DOM. Donc ce code-là, c'est toujours d'ailleurs, c'est Razor. Donc le langage Razor, c'est quoi? C'est à partir d'un fichier texte dans lequel on peut avoir un mix de tags HTML et de code C#. Le compilateur Razor va créer une classe C# qui va se charger de traduire cette représentation en DOM. Mmh. Donc c'est tout naturellement que j'allais dire le projet Blazor a utilisé ces techniques. Il a donc décidé d'enrichir le langage Razor pour pouvoir rajouter ses propres tags. Ouais. Alors on va voir comment on va pouvoir tester Razor. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger la toute dernière version du SDK de Microsoft.NET Core. Donc là, on en est à la Preview 2, et donc depuis hier, il faut bien s'assurer qu'on a la version 0.0.8.5.3.3. Donc c'est vraiment la toute dernière version qu'il faut installer. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle machine. Moi, je l'ai mis sur ma machine de production, enfin celle que j'utilise tous les jours. Ça pose strictement aucun problème. Donc la première chose, c'est mettre en parallèle. Donc la première chose, c'est d'installer ce .NET Core. La deuxième chose, c'est d'installer la dernière preview de Visual Studio 2017, 15.7. Donc on est en preview 3 aujourd'hui. Donc de bien d'installer cette version-là.
Pareil, ça se met en parallèle avec Visual Studio 2015, version, je vais dire normale entre guillemets, 2017 version normale. Vous pouvez avoir les deux en même temps sur votre machine, ça marche bien. La seule interdiction qu'il y a, c'est que vous avez les noms des projets que vous avez ouverts qui apparaissent dans les deux. Ah ouais. C'est le seul inconvénient que j'ai constaté, mais donc, vous pouvez le faire. Ou alors, si quelqu'un est intéressé, il peut créer une machine virtuelle, soit en local, soit même dans Azure. On crée des machines virtuelles, le temps de tester, et ça marche assez bien aussi, quoi. Donc dedans, ne pas oublier au moment de l'installation de Visual Studio de bien cocher que vous voulez faire du .NET Core, parce que sinon vous allez avoir des problèmes par la suite. Et ensuite, dans Visual Studio, vous allez dans la gestion des extensions. Et là, vous devez installer ASP.NET Core Blazor Language Service Extension. Donc, c'est l'extension justement du langage Razor pour pouvoir interpréter les tailles qui seront spécifiques à Blazor. Et je te pose une question parce que je sais bien que tout au début, j'avais fait un essai, j'avais eu un peu de mal avec ça. On fait la référence sur donc l'installation sur les extensions sur le site public. Je vais dire, ou bien il y a un site, par exemple pour les NuGet, il y avait un MyGet à un moment donné. Tout ça a été remis sur le site public de Microsoft. Oui, il y a les versions publiques, la 0.1 et la 0.2, vous pouvez référencer avec NuGet. Vous pouvez également rajouter un nouveau repository NuGet spécifique dans lequel vous avez les dernières previews que vous pouvez rajouter. Là, c'est vraiment si vous avez que ça à faire, parce que c'est mis à jour de façon hebdomadaire et c'est pas stable du tout quoi. À chaque fois, c'est vraiment stade expérimental. Mais les 0.1 et 0.2 qui sont en version bêta aussi, elles sont mises en site public quoi. En site public, oui. Okay. Donc, on va voir comment créer une application. Donc, une fois que vous avez fait ces trois étapes, on va pouvoir créer facilement une nouvelle application. Donc là, je vais lancer. Alors avec ta résolution qui va forcer, là, c'est pas évident, voilà. Tous les caractères deviennent grands sur ton PC. Je connais pas la taille de ton écran, mais à mon avis. C'est un hub, il a un Surface Hub chez lui, donc il a l'habitude. C'est ça. Il a Visual Studio avec des caractères qui s'affichent en 15 cm de haut. Donc, on va créer un nouveau projet et quand vous avez installé Blazor, donc vous choisissez une version d'application ASP.NET Core. Un nouveau projet web ASP.NET Core classique, quoi. Voilà. Et là, vous avez dans les templates qui vous sont proposés, vous avez deux options, deux nouvelles options qui apparaissent, qui sont Blazor et Blazor avec ASP.NET Core Hosted. Donc, nous, on va choisir Blazor tout court. Là, il va nous créer un projet template qui est donc uniquement côté, qui est exécuté uniquement côté client. C'est ça. L'autre, c'était pour faire du serveur aussi, alors. Oui, l'autre, c'est pour faire du serveur aussi. Donc, dans cette application cliente, qu'est-ce que l'on voit? Donc, on a le programme.cs, donc qui est le point d'entrée de notre application web. Mm-hmm. À l'intérieur de ce projet, donc on a une référence au package NuGet de Blazor, donc qui va permettre d'exécuter notre programme. Et vous avez un certain nombre de pages, donc index, counter, etc. Donc, des pages d'exemple. Avec des pages d'exemple avec cette extension CSS/HTML. Donc si on exécute cette application, donc je vais faire un F5 traditionnel avec Visual Studio. Donc j'attends qu'il est compilé. En fait, les pages CHTML, pour ceux qui ont fait de la ASP.NET, c'est des pages classiques qui sont connues depuis des années et des années, qui vont contenir le fameux Razor, donc arrobase, et puis on peut mettre du code, en gros du code C#, dans la page web directement. Et ça, c'est reconnu par le compilateur pour pouvoir effectivement à ce moment-là transformer la page dans ce qui marche bien, quoi. Voilà, donc là, on a une application, j'allais dire traditionnelle, avec on a 3 pages, une page home, une page counter où on a un bouton et quand on clique dessus, on a c'est très étonnant. Le nombre de clics qui s'incrémente, et on a une page qui permet d'aller récupérer des données JSON qui s'affichent dans un tableau. Donc, c'est une application web ultra compliquée. Si on regarde maintenant en détail
comment ça se passe. Donc là, je vais ouvrir la partie des outils de développeur, pardon. Là, je suis sur Chrome. Ouais, je suis sur Chrome. Un Et F12. je vais refaire un rafraîchissement pour voir ce qui se passe en réalité quand on charge l'application. Donc, quand on charge l'application, vous voyez que on a bien cette page index.html qui est chargée. Bon, on a du Bootstrap, etc. On s'en moque un petit peu. On a ces fameux deux fichiers JS qui sont Blazor.js et Mono.js qui permettent de faire l'interaction entre la WebAssembly et le DOM. Le Mono.wasm, donc qui est le fichier de WebAssembly. Et ensuite, vous voyez que vous avez bien votre web application 1.dll, donc l'assembly de votre application. Ah ouais, qui est côté serveur. Côté client, ouais. Qui a été téléchargé. De même, on voit qu'on a mscorelib.dll, .NET Standard.dll, System Core, etc. On a la totale là qui est téléchargée. Et c'est assez rapide quand même, hein, 9 millisecondes, enfin en local, mais je veux dire, ça prend que quelques millisecondes pour télécharger ces fichiers, quoi. Qui sont tout petits, hein, 14K, 46K, 18K. Oui, enfin, Net Standard. Non, en tout, je crois que t'es presque à 2 mégas sur la totale. Mais c'est un des points, je pense, sur lesquels ils sont en train de travailler, non? D'essayer de réduire. Oui, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ils ont fait dans le bourrin, c'est-à-dire que vous avez besoin de .NET pour vous donner la totale. Après, l'idée, c'est de linker tout ça et donc d'épurer, d'enlever tout ce dont vous n'avez pas besoin au sein de votre application. Ouais. Le mscorelib.dll, en fait, du coup, on l'a presque tous sur notre machine, mais malheureusement, comme on reste dans une sandbox du navigateur, il va falloir constamment le retélécharger. Oui. Alors après, il y a une autre problématique, c'est que son extension c'est .dll et dans certains scénarios, dans certaines entreprises, les .dll est téléchargé. Voilà, ça passe pas les firewalls. Donc là, ils sont aussi en train de réfléchir à faire un bypass de ce genre-là. Maintenant, on parlait du poids. Oui, ils ont fait, je veux dire, dans une première phase ici, j'en vois tout. Moi, je me mets dans un cas pratique, dans une société, en intranet, on va dire. Moi, perso, télécharger même 2 mégas, et ça se télécharge une fois quand tu accèdes la première fois au site, puisqu'après tu l'as en cache. Moi, perso, ça me dérange pas du tout. Hein. Je préfère télécharger 2 mégas et avoir de vrais outils de développement derrière. C# avec le Visual Studio et toute la suite derrière, hein, test unitaire. Toi, le développeur. Quoi. Moi, développeur, ouais. Toi, le développeur, mais l'utilisateur, on s'en rend compte quand on va aller sur les previews la Blazor que, putain, au départ, t'as l'impression que ton site, il a planté. Ouais. Pour le moment, oui, parce que ça prend du temps. Ouais. Donc, il faut faire. Après, beaucoup d'autres sites bien chargés dans l'état actuel, ils mettent un progress au départ et puis ça se gère bien. Hein. C'est ça. On le voit souvent. Hein. Ouais. Alors, si on regarde, si on est un petit peu curieux, là, j'ai copié le lien du téléchargement de la DLL web application 1.dll. Donc, si je fais un nouveau onglet et je colle l'URL que j'ai copié. Donc là, je vais télécharger ce fichier web application 1.dll. Donc là, je l'enregistre et accepter le risque. Donc, si maintenant je vais dans mes téléchargements et que c'est web application 1.dll. Voilà, donc j'ai bien mon fichier web application 1.dll que j'ai téléchargé. Et si je prends un outil comme Just Decompile, donc qui est un décompilateur C#, vous voyez que on a bien la DLL qui apparaît. C'est une vraie DLL .NET tout à fait classique. Ah ouais, c'est une vraie DLL .NET, .NET standard, .NET Core, que vous avez téléchargé, et donc vous pouvez très bien faire la décompilation et voir le code qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas compilé en format WASM en assembly directement, quoi. Ouais. Alors si on reprend il va falloir que je retourne sur ma page. Où est-ce qu'il est? Là où il y a un nouvel onglet, non? Ouais. Voilà. Si on tourne sur ma page,
c'est la même chose pour les autres. C'est-à-dire que pour Microsoft, ASP.NET Core.blazor.dll, mscorelib.dll, etc., tout ça, ce sont les vrais DLL De .NET Core, ouais. de .NET standard. Ouais. La seule qui est différente, c'est Mono.webAssembly. C'est le seul qui soit justement en WebAssembly. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que si l'on regarde la page index.html, dans le script de cette page, on a un tag bien spécifique où on indique, voilà, on indique à mono.wasm, ce site a besoin de tel DLL, tel DLL, tel DLL. Et c'est le mono.wasm, donc le code compilé, qui charge dynamiquement les DLL de .NET. Ah oui. Mais c'est bien, ça veut donc dire que comme ce sont des DLL classiques, on n'a vraiment aucune limite en termes de fonctionnalité dans le C#, quoi, dans les .NET. Absolument. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est que si tu as déjà fait une application business pour une application standard, classique, WPF ou ce genre de choses, et que cette DLL, tu l'as fait en .NET standard, bah, tu peux la référencer dans ton projet. Ah oui, oui. Ah oui, il n'y a même plus besoin de réécrire le code, quoi. Tu prends du code déjà développé dans un autre projet, oui. Tu prends directement le code ou la DLL et c'est parti, quoi. Et sans limitation. Ah ouais, cool. Donc ça, c'est assez important de bien comprendre ça au niveau du fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y avait une chose qui m'avait étonné dans une des démos à ce niveau-là, c'était ce qu'on fait souvent quand tu fais des Web API et puis du JavaScript de l'autre côté, comme c'est deux langages différents, quand tu échanges des données, tu dois transformer en quelque sorte. Donc par exemple, tu crées une Web API qui t'envoie des données, tu les formates en JSON, et de l'autre côté, tu récupères le JSON que tu retransfères en TypeScript ou en JavaScript. Ici, on va pouvoir dire je transfère en JSON, puisque ça c'est le format qui est envoyé entre les deux, mais la classe qui a servi de faire la transformation, c'est exactement la même classe que je vais utiliser dans mon projet de WebAssembly pour récupérer les données. Je pourrais référencer exactement le même fichier, je rajoute une propriété, je l'ai d'office des deux côtés, quoi. Ouais, on verra dans l'exemple avancé. Ah, trop vite, ça va. Ouais. Et ce que je vous disais également, donc là, je suis retourné dans la décompilation de ma page de ma DLL web application 1.dl. Donc là, on retrouve bien les différentes pages counter, index, counter, fetch data. Et si je regarde ma page counter, par exemple, eh ben, on voit que c'est la classe qui a été générée par le moteur de Razor avec les extensions de Blazor. Et donc, on voit bien que on a cette partie du code qui est le rendu de l'arbre visuel de mon application. Donc là, c'est le code HTML qui va être généré par cette classe-là. Ah oui. Et c'est généré par la partie le rendu de l'arbre, c'est généré par Razor, et dedans, on va rajouter le code qui est spécifique à notre application. Donc là, on a une méthode increment count. Donc c'est là un petit peu, j'allais dire, l'astuce de Blazor, c'est d'utiliser cette classe qui a été générée par Razor et qui va être exécutée par le moteur de Mono, côté client. Ouais, ok. Donc si je reviens, fermer un petit peu tout ça là, si je reviens dans mon application, donc si on voit cette page counter.cshtml, qu'est-ce qu'on voit qui est à l'intérieur? D'abord, vous avez une première directive qui est @page. Donc ça, c'est pour gérer tout ce qui est système de routage. Donc c'est pour indiquer que si on est si on tape à l'intérieur du navigateur /counter, bah, c'est cette page-là c'est cette classe-là qui sera générée, utilisée, ouais. Ensuite, à l'intérieur de ce code-là, on a donc une première partie qui est le code HTML et la deuxième partie qui est le code C#. Donc le code C# il est encadré dans @function, donc ça qui est standard de Razor. Donc à l'intérieur de ce @function, on a mis 3 lignes de code. On a déclaré d'abord un premier champ qui s'appelle current count, et puis on a déclaré une méthode qui s'appelle increment count. Dans increment count, on incrémente la valeur du champ current count. Current count plus, ouais. Ouais, c'est du code tout bête. Et ce qu'on a fait
au niveau du code HTML, ben, on a dit à un endroit, je veux afficher current count. Et donc pour afficher current count, il suffit de le préfixer par un arrobase. Donc on tape arrobase current count, et à ce moment-là, le moteur de Blazor se chargera d'interpréter à cet endroit-là la valeur de current count. Et dès que la valeur change, il va la mettre à jour. Absolument. Oui. La position des fonctions par rapport au rendu HTML est importante aussi ou pas? Pas du tout. Non, parce que je te dis, au moment de la compilation, tout ça va générer une classe. Ouais. Donc, il va voir ce qui est à l'intérieur de la arrobase function. Tout ça, il le mettra dans la partie code. Et tout ce qui est HTML pur, il va créer un arbre syntaxique, un arbre visuel de ce code. J'allais vraiment, tu vois, c'est encore tellement neuf ce WebAssembly dans ma tête que j'étais encore en train de me dire, putain, derrière il y a un Ajax, mais plus du tout. On est vraiment en parallèle du JavaScript. On est complètement ailleurs en fait. Le JavaScript, il est squeezé totalement avec les WebAssembly. Absolument. Ouais. Alors si je vais revenir à la présentation. Voilà. Non, je suis pas MVP PowerPoint. C'est con. Donc je reviens à la page 23, 19. Voilà. Donc si on fait un comparatif avec Angular, on a cette même approche, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le visuel, donc la partie template de notre page, où on a le code HTML, et après on a le code, où on a le GeoModel, si on peut dire, dans lequel on va mettre le code qui va manipuler cette représentation visuelle. Donc on a, comme pour WPF, comme pour Angular, des problématiques de binding. Donc on a d'abord du binding ce qu'on appelle du binding one way, c'est-à-dire du code vers lui. Donc là, c'est si par exemple je veux afficher à l'intérieur de mon application la propriété title, je tape juste @title et à l'intérieur de mon code, je peux déclarer ma propriété title. On a donc ça c'est le one way. Dans l'autre sens, c'est-à-dire de lui vers le code. Donc là, c'est la notion d'event. Et là, on a une syntaxe qui a changé par rapport à la version 0.1, donc avec la version 0.2. Donc le principe, c'est par exemple, si on a l'événement clic sur un bouton, on écrit onClick égale, et là, entre double cotes, on tape arrobase le nom de la fonction. Donc ici, sur la vidéo, c'est arrobase onCalculate, et à l'intérieur de fonction, on déclare la fonction onCalculate. Il y a déjà une chose que j'adore, moi, quand je vois ce code écrit, c'est que ça me paraît, mais extrêmement simple, quoi. On a d'un côté, on a du code HTML, donc du visuel, on va dire, et de l'autre côté, on a du code qui s'exécute, oui, ok. Et entre les deux, c'est comme si on le faisait en JavaScript, quoi. En gros, en JavaScript, tu fais onClick égale, tu mets le nom de ta méthode à exécuter. Ici, c'est le même. Tu fais onClick égale, tu mets arrobase le nom de ta méthode, sauf que c'est une méthode C#. Ouais, il est naturel le langage, en fait. Il est naturel, ouais, c'est ça. C'est à écrire. C'est d'une simplicité, d'une clarté. Bon, après, ça se complexifie peut-être si jamais on fait des choses plus avancées, mais ici, on. Non, faut s'arrêter là. Non, après, dès que ça se complexifie, ça m'intéresse plus. Voilà. Et après, on a le mode en two-way, c'est-à-dire que quand on met à jour à l'intérieur du code HTML, on veut mettre à jour la propriété dans le code C#, puis quand on met à jour la propriété dans le code C#, on veut que ça mette à jour le code HTML. Donc là, on voit que Denis a fait une erreur dans le CTRL-C, CTRL-V que je lui ai donné. Donc au niveau de la syntaxe, c'est input, bind égale, c'est bind égale entre double cote arrobase title. Ah oui, ok. Il n'y a plus de parenthèse. Il n'y a pas de value là? Non, tu peux avoir du value. Non. Ça, c'est ce qui m'avait étonné la première fois aussi, parce que du coup, ici, tu es dans un champ input HTML, donc on sait derrière nous qu'il y a un value, mais ça dépend du composant, quoi. Donc c'est lui qui détermine en fonction du type de composant utilisé vers comment il doit le binder, quoi. Comment il doit le lier. Parce que la notation bind égale arrobase title, ça équivaut à dire bind-value égale title, puis dans l'événement onChange, on veut que la nouvelle valeur soit affectée à la
propriété title. C'est pas compliqué ce mécanisme dans la tête quand tu développes, parce que au niveau web, après, il faut avoir une habitude. Quand on a une habitude JavaScript ou jQuery, c'est pas compliqué de basculer. Alors, si tu as une habitude de JavaScript, oui, je pense que tu es complètement paumé. En revanche, si tu as une approche, tu as déjà eu une approche Angular, où tu travailles avec du TypeScript, là c'est vraiment très proche, puisque tu as de la même façon cette notion de template et cette notion de classe, de view model, avec ces phénomènes de binding là. Je reviens sur le slide où on a exactement la même chose en Angular. Hein. Par exemple pour le one way, c'est entre double accolade. Et maintenant la propriété. Pour l'event, c'est la même chose. Et pour le binding, c'est entre crochets, parenthèses, la banana dans une box, quoi. Donc on a ces mêmes concepts, hein, qu'on retrouve en Angular et en Blazor. Donc c'est la tendance générale d'ailleurs. Donc on n'est pas paumé. En plus, le développeur C# s'y retrouve très facilement. Et ici, je vois, on met le code derrière le arrobas functions. Maintenant, je suppose qu'en pratique, si on fait une application, on va plutôt faire arrobas function ou même directement mettre le nom d'une classe qui a été développée dans des fichiers dédicacés, quoi. Non? Oui. C'est pas clair ce que je dis? À définir. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est, ben là, tu fais button onClick égale arrobas onCalculate, et tu as la fonction onCalculate qui se trouve juste en dessous. Donc, c'est-à-dire que tu mixes le web, l'HTML, et le code dans le même fichier CHTML. C'est du Razor. C'est comme du Razor, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est ça, moi j'ai souvent tendance plutôt à faire le code dans un fichier CS séparé, et juste entre guillemets, venir faire l'instance de la classe utilisée. Et puis oui, mais toi t'es pas un bourrin, toi, tu divises trop. Tu divises bien et tout. C'est l'approche code behind. Oui, c'est ça. Je te rassure, l'approche code behind. Donc là, on verra tout à l'heure, il y a une possibilité de le faire pour l'instant. C'est une astuce de gros bourrin aussi, mais c'est dans le pipe de rajouter cette fonctionnalité. Ah oui. Surtout que même si tu as une machine de guerre comme moi, écrire dans une page Razor, ça prend un petit peu plus de temps, parce que tu as de la compilation en même temps, quoi. Ouais, l'IntelliSense, il suit plus, quoi. Voilà. En même temps que tu tapes, et, il compile, il crée la classe correspondante et regarde si ça marche, quoi. C'est un point G, point CS qui apparaît. Le grand principe qui existe avec les WebAssembly, c'est que WebAssembly, ça définit la façon dont le code est généré, le code intermédiaire, mais il y a également dans les specs, il y a l'interaction, comment on interagit entre le code JavaScript et le code dans le Blazor. Donc là, avec Blazor, on a une possibilité d'enregistrer une fonction JavaScript au moteur de Razor. Et dans le code C#, du coup, on peut appeler cette fonction JavaScript. Donc le principe, c'est quoi? C'est à l'intérieur de votre page index.html, donc uniquement à cet endroit-là, vous allez déclarer un petit script et vous allez utiliser la méthode registerFunction de Blazor. Vous tapez blazor.registerFunction et là, vous lui donnez un nom. Donc c'est le nom de votre fonction et après, vous avez le code de votre fonction. Donc là, dans l'exemple que l'on a sur YouTube, j'ai déclaré ma fonction, et dans ma fonction, je fais un console.log et je return true. Ouais, donc ça, on a vraiment une interconnexion entre les deux, quoi. On n'est pas obligé de faire tout en C#. Voilà. Et ensuite, dans C#, je peux très bien appeler cette fonction ma fonction. Et pour ça, j'ai la méthode registeredFunction.invoke. Dans lequel je lui passe le nom de la fonction JavaScript que je veux appeler. Ouais, ok. Donc, vous avez cette possibilité. Donc, depuis le code C#, la possibilité d'appeler du JavaScript très facilement.
Et tu sais si on sait faire l'inverse? Ah bah oui, voilà, c'est ça. Voilà. En sens inverse, alors pour l'instant, on peut. D'ailleurs, Blazor l'utilise en interne. Il y a 4-5 fonctions qui sont déclarées qui sont utilisées dans le, enfin plus d'ailleurs. Je t'interromps 2 secondes. Je t'interromps 2 secondes, Richard, mais j'ai l'impression parfois que tu t'écartes et tu te rapproches du micro parce que le son diminue. Ah bon? C'est possible? Non, c'est pas une impression, il le fait, on le voit qu'il se bascule. Ah, tu le vois toi, bon. j'ai pas l'image. Je me bascule plus alors. Voilà. Donc je disais, on a la possibilité à la place, depuis le code JavaScript, d'appeler du code C#. L'inconvénient qu'il y a actuellement, c'est que on ne peut appeler que des méthodes statiques. Ah oui, ok. Alors, on peut aussi appeler des méthodes d'instance, mais il les considérera comme étant des méthodes statiques. Ouais, c'est un peu logique aussi, puisque je vois pas comment on pourrait créer un objet .NET dans JavaScript pour pouvoir appeler une de ces méthodes. Si, parce que c'est ce qui fait, enfin, c'est un petit peu ce qui fait au niveau du moteur quand on regardera la notion de component. Il est obligé lui j'allais dire, quand tu cliques sur un bouton, c'est bien un code JavaScript qui est exécuté et qui va appeler une méthode de la classe qui a été instanciée. Oui, mais il le fait en méthode statique aussi. Il y a une autre astuce qu'il utilise, c'est bon, on va voir. Un petit peu plus tard. Ensuite, dans les choses qui sont importantes, on a besoin, à un moment donné, de communiquer avec un serveur pour récupérer des données. Ou sinon, c'est une page de démo où on a du code statique qui s'exécute sur le client, et puis voilà quoi. Mais la plupart du temps, on est obligé d'appeler des données qui sont sur un serveur. Donc là, en C#, on utilise HTTP Client, ce qui est logique. Le seul problème, c'est que notre code, il va être exécuté dans le navigateur. Et le navigateur, il va interdire tout code qui n'est pas le sien de faire une requête vers une ressource externe. Donc, pour des raisons de sécurité. Donc l'idée ça a été quoi? Ça a été de bypasser entre guillemets le code C# pour aller utiliser du code JavaScript qui lui va faire l'appel. Ouais. Donc le principe c'est qu'il rajoute un HTTP message handler dans la classe HTTP client. Et ce HTTP message handler, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il reçoit, dès que dans votre code vous faites un var c égale new HTTP client et c.getJSON async par exemple. Donc dès qu'il y a cette méthode qui est invoquée, le HTTP message handler il intercepte ce message. Il va invoquer une méthode JavaScript comme on a vu précédemment. Et cette méthode, en lui passant les arguments qui sont demandés par votre appel. Et côté JavaScript, vous avez une méthode donc, qui a été enregistrée, qui va récupérer ces données, va faire l'appel, la méthode JavaScript va faire l'appel vers la ressource qui est demandée, donc utiliser la méthode fetch du navigateur, et ensuite retourner ces données à la classe qu'il a invoquée. Et donc le HTTP message handler retournera après les données qui ont été récupérées. Donc du coup, c'est bien le navigateur qui fait l'appel au serveur, et c'est pas votre code à proprement parler. Ouais. Donc, une astuce pour le problème de sécurité. Et c'est pas compris, compris dans le WebAssembly, ça. C'est étonnant qu'il n'ait pas pensé à ça, de pouvoir autoriser ce genre de choses. Parce que, dans une application, effectivement, en général, on communique avec l'extérieur, et dans un navigateur, a priori, c'est en HTTP, quoi. Non, puisque WebAssembly, comme on disait, c'est juste définition de l'interaction entre le WebAssembly, le langage, et la définition du langage. Ouais, c'est ça. Après, des merdiches. Ouais. Ok. Un point important à l'intérieur de Blazor, c'est que tout est composant. Tout est basé sur l'interface eComponent, nouvelle interface qui est à l'intérieur de Blazor, et donc il y a une première implémentation avec une classe abstraite qui est Blazor Component. Et donc, au niveau de l'interaction entre le DOM et
et le code de C#, cette interaction se fait à partir des composants. Donc, quand vous avez une page Blazor, celle-ci peut être représentée sous forme d'un arbre, et cet arbre est constitué de composants. Donc, chaque composant peut contenir des composants. Donc, vous avez cet arbre qui représente complètement votre page. Et quand vous, côté C#, vous faites une modification, par exemple, là, dans notre page increment, dans notre page counter, on va changer la valeur du current count. À ce moment-là, le code C#, le composant Blazor, va indiquer au moteur de Blazor que ce composant-là a été mis à jour. Et il va appeler une fonction JavaScript qui, côté client, va mettre à jour le composant concerné. Donc, tout ce qui est mise à jour de l'arbre visuel se fait au niveau du composant à l'intérieur de Blazor. Et ça, c'est très important d'imaginer, enfin de bien le comprendre. C'est que pour des raisons d'optimisation, moi j'ai vu pas mal d'exemples de code sur Internet, ils rafraîchissent la page en entier, quoi, la plupart du temps. Ce qui est un petit peu ouvrant. Et si vous faites une composition de votre page avec des composants individuels optimisés, là vous pouvez avoir une optimisation au niveau de votre application. Donc là, on va regarder en détail sur une autre application, oui, que j'ai faite. Alors, et on va voir d'ailleurs les problématiques que ça pose. Voilà. Donc là, on a une application où on a une partie cliente, donc qui est notre application Blazor côté client, et où on a un serveur, une application ASP.NET Core traditionnelle, un serveur avec un contrôleur d'API, donc qui retourne, là c'est la liste des personnes. Donc j'ai une méthode get qui permet de récupérer la liste de toutes les personnes. J'ai une méthode create qui me permet de créer une personne. J'ai une méthode update qui permet de updater une personne, de mettre à jour une personne, et get de supprimer une personne. Donc ça c'est une web API, j'allais dire traditionnelle, ouais. Au sein de mon application. Là, comment on manipule des objets personnes, ces objets personnes, je les ai mis dans une bibliothèque partagée, donc une bibliothèque .NET standard, dans laquelle j'ai la définition de cette classe personne avec son ID, son nom, son prénom, et j'ai même une propriété calculée qui est son full name, donc qui est la concaténation du nom et du prénom. Et cette page, cette DLL là, elle est partagée avec le code client. Donc, au niveau du code client de notre page, de notre application Blazor, je référence bien cette DLL chez Red. Donc, je peux maintenant, à l'intérieur de mon application client, utiliser cette méthode, cette classe personne. C'est ce qu'on disait tantôt, tu vas créer les objets modèles, les objets de transfert de données. Donc ici la classe personne, tu vas la définir une fois, tu vas l'utiliser sur le serveur pour transformer ça en JSON et l'envoyer, mais ça va se faire de manière transparente et inversement, tu vas le récupérer de l'autre côté aussi et c'est exactement la même classe, quoi. Le même code en tout cas écrit. Ouais. Alors après, j'ai créé de la même façon, là je parle bien au niveau client, j'ai créé un premier service. Donc j'ai une approche pareille, de view model et qui consomme des services, un truc classique. Alors j'ai un premier service qui est person service. Donc person service, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la classe HTTP client pour aller appeler les API REST de mon application qui est hébergée sur le serveur. Donc j'ai la possibilité de récupérer la liste des personnes, d'insérer une personne, de updater une personne, etc. etc. C'est juste appeler la Web API, quoi. Voilà, c'est juste appeler la Web API, et c'est du code C# traditionnel. Et je vois qu'ici au niveau de la classe, donc person service, c'est un service classique on va dire aussi, mais dans le constructeur, tu lui donnes HTTP client et console service. Ça veut donc dire qu'il fait de l'injection de dépendance pour pouvoir envoyer des instances de ces objets clients et services, enfin et console. Oui, absolument. Là, c'est justement, comme on a besoin d'utiliser le HTTP client de Blazor,
entre guillemets. Ah oui. Donc avec le HTTP Message Handler, avec l'injection de dépendance, on est sûr de voir le bon HTTP client. Donc c'est lui qui charge de ça, quoi. C'est lui qui fait C'est lui qui l'injection. charge de ça. Voilà. Ok. Bah, c'est Donc bien. ça c'est mon, ouais, c'est très pratique. Donc ça c'est une classe service entre guillemets traditionnelle en C#. J'ai créé une autre classe de service qui s'appelle console service, qui est un petit peu différente. C'est elle me permet quoi? Elle me permet de loguer dans la console. Parce que je veux, au niveau de mon code C#, pouvoir loguer dans la console du navigateur. Ah ouais. Et pour loguer dans la console du navigateur, bah, je suis obligé d'utiliser l'objet console du navigateur, enfin l'objet console du DOM du navigateur. Donc là, je suis obligé d'utiliser ce dont je parlais tout à l'heure pour l'interop avec JavaScript. Donc j'utilise cette méthode register function avec la méthode invoke et je lui dis que je veux appeler la méthode .log. Alors là j'ai une astuce pour avoir un nom qui peut un petit peu compliqué, le retrouver facilement. Donc là, si on regarde côté JavaScript, donc dans ma page index.html, j'ai bien un blazor.registerFunction et donc cette méthode log qui utilise juste un console.log. Ok. Donc là, j'ai mes deux services, la console.log et personne service, donc que je vais pouvoir utiliser au sein de mes pages. Et donc, alors je vais vous montrer juste le plan de résultats. Vous allez voir que je suis un designer de première. On va attendre qu'il compile. Voilà. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'apparemment tout à ce niveau-là, au niveau de l'environnement, tout est déjà prévu, quoi. T'as un modèle, tu modifies tes classes, tu les tapes, et puis tu appuies sur F5, tu fais play, et pouf, ça se part pour toi. Donc là, hop, je disais que je suis pas un designer, voilà, on va y arriver. Donc là, j'ai une grille où j'ai la liste des personnes qui sont affichées, dans lequel je peux éditer une personne. Je peux donc la modifier, je mets à jour. Et comment tu fais cette grille pour tu dois faire une boucle? Comment ça se passe? Parce que oui, on va le voir juste après, justement. C'est là un petit peu l'optimisation. Et donc, si je regarde avec les outils de développement du navigateur, à chaque fois que quand je fais un edit et que quand je fais un update, j'ai bien un appel de l'API des personnes en les passant un 2 et en faisant comment ça s'appelle, un put, si je me souviens bien. Donc j'ai bien la communication entre le serveur et les clients. C'est une requête Ajax, quoi. Et on a vu l'utiliser un HTTP client ou HTTP-TS, je pense. Donc ça, c'est, je suppose, la classe enfin le code qui a été développé par Blazor. À chaque fois que je fais des modifications, que j'utilise des API avec le get, insert, on voit bien que j'ai les appels qui sont faits. Ouais. Ok. Voilà, je reviens ici. Donc cette page-là, alors c'est quoi? C'est une grille qui affiche la liste des personnes. Alors pour optimiser la chose, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un person component. Donc j'ai ma page qui est la page qui s'appelle Grading Light Page. Et cette page Grading Light Page, elle a juste une ligne dans laquelle je dis je veux mettre une person grid. Ah, donc tu crées un tag, parce que là tu dis je vais mettre une personne grid, donc ça veut dire que tu as inférieur personne grid / supérieur. Donc c'est un nouveau tag qui se trouve dans la page. Et comment il le connaît? Eh ben parce que j'ai ma classe qui s'appelle person grid. Donc j'ai créé un dossier person component pour m'y retrouver. Et à l'intérieur de person component, j'ai créé un fichier persongrid.cshtml. Donc ça va me générer une classe person grid avec Razor. Et à l'intérieur, alors qu'est-ce que je fais? Je vais enlever les styles. Si on regarde la classe person grid, elle gère quoi? Elle gère une liste de personnes. Donc on a le champ personne qui est une liste de personnes. Cette liste de personnes, elle va le récupérer via l'API REST, donc en utilisant le person service avec le get all async. Une fois qu'il a récupéré donc l'ensemble des services, donc des personnes, pardon. Donc je vais l'afficher dans le code HTML et là je fais juste une petite boucle
dans lequel je fais une boucle sur l'ensemble des personnes, et dans l'ensemble des personnes, j'affiche quoi? J'affiche une personne row. Donc, pour chaque personne, je dis, je veux afficher une personne row. Une personne row, c'est quoi? C'est un autre composant qui est dans mon projet, et c'est lui qui va être en charge d'afficher la ligne de ma grille. Donc, Et tu ne mets plus des arrobas personne, donc là quand tu mets personne row, donc c'est une balise aussi, inférieur personne row, tu mets personne égale, ouais, et tu donnes l'index, donc personne dans ton champ, personne crochet row index. Mais il n'y a pas ouais. de arrobas à devoir spécifier. Non, non, parce que c'est un composant, lui. Personne row, c'est un composant, c'est plus du code HTML qui est interprété Ah oui, par je vois, hasard. oui, oui, oui. Tu es dans un arrobas fort et tu es dans les accolades de Ouais. l'arrobas fort. Donc tu es effectivement dans des aspects plus C#. Ouais. Ok. Donc dans personne row, c'est là où j'affiche, j'allais dire, le détail de la ligne. Je vais pas aller dans le détail du code, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc au sein de la page j'ai perdu, elle est là. Si on regarde cette page-là, on a un composant qui est le composant de la page, qui contient un composant qui est le person grid. Mhm. Et ce person grid contient, là, puisque j'ai 3, 4, 5, 6 lignes qui sont affichées, j'ai 6 composants person row qui sont gérés. Ouais. L'avantage de faire ça, c'est que, je vous ai dit, Blazor, lui, quand on veut mettre à jour lui, et il met à jour composant par composant. Donc, si je fais une édition d'une ligne, de la ligne où il y a marqué par exemple Cyprien Clark, quand j'édite cette ligne et je fais des modifications dans le code C#, comme c'est un composant, quand je le mets à jour, je mets à jour que ce composant-là. Et j'ai pas à remettre à jour toutes les autres lignes qui sont dans ma page. Ouais, c'est ça. Ça permet d'optimiser les choses. Donc lui, il connaît le DOM derrière qui correspond à ça, quoi. Ouais. Maintenant, il y a moyen de voir le DOM. Donc si on fait avant en HTML, tu fais un clic droit dessus et tu te fais un aspect element par exemple. Ça ici, on sait plus faire puisque tout est compilé. Oui, non, si tu peux le voir. Et justement, c'est très bien. On dirait On a préparé. qu'on a préparé, oui. Si on regarde à l'intérieur de notre page, alors avec cette résolution extraordinaire, ça va pas être évident. Si on regarde le DOM qui est généré par Blazor, et c'est là le principal inconvénient à mon avis actuellement, on voit que chaque composant est en réalité est encapsulé à l'intérieur d'un tag Blazor-component. Ah ouais. Donc si on regarde au niveau de ma grille là, on voit bien que on a le composant principal de ma page. À l'intérieur de ce composant, je vais y arriver, je vais aller jusqu'à la grille. Voilà. Mm-hmm. Celle-là, voilà, c'est celle-là. Et non, c'est celle-là, pardon. Et à l'intérieur de ma grille, Tu vas retrouver 6 composants. J'ai chaque composant pour chaque ligne. Donc c'est ça. Ici, là, sur la ligne 3, on voit bien que on a le deal avec Cyprien Clark. Et c'est un inconvénient pourquoi? Pour toi? Oui, ok, il y a... Ah oui, pour le CSS. Ah ouais, pour retrouver un élément qui se trouve dans la grille, il y a pas mal de Blazor Components à devoir passer, quoi. Et il y a une raison pour laquelle il y a, parce que en gros, il y a des diffs qui seront inclus dans le Blazor Component. Donc pourquoi il y a Blazor Component, c'est pas? C'est justement pour pouvoir gérer ce phénomène de mise à jour. Ah, alors, oui. La raison profonde, je n'ai pas encore découverte. Ouais, mais pourtant il y en a partout. Chaque objet, il est encadré de Blazor Components. Ça en fait beaucoup en fait finalement. Même s'il va boucler sur le DOM, putain, mais il arrête. Enfin non, il boucle pas sur le DOM, il est en mémoire, mais il y en a énormément en fait. Ouais. Oui, bah là surtout dans mon exemple, dans cette page que j'ai faite, chaque ligne correspond à un Blazor Component. Donc effectivement, tu as un Blazor Component qui contient un Blazor Component et qui contient 6 Blazor Components. Et on pourrait même imaginer que, par exemple, dans chaque ligne, tu as encore autant de Blazor Components. Voilà, les boutons d'édition, suppression, etc. Ils peuvent avoir un comportement que vous voulez réutiliser un peu partout. Ce sera aussi un Blazor Component. Donc, si tu regardes dans le code
le code de Blazor, tu verras que il y a à l'endroit où il génère ces Blazor-components, il y a un gros commentaire en disant À faire, tout doux. voilà, il y a une explication, Et, donc c'est surtout pour gérer cette histoire de mise à jour de l'arbre qui est en mémoire côté mono et de l'arbre qui est en mémoire côté TypeScript côté applicatif, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faire la liaison entre les deux. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, le visuel, ça reste de toute façon de l'HTML, quoi. C'est vraiment on remplace le JavaScript par le C#. Mais on pourrait tout aussi bien utiliser un canvas, techniquement. A priori, oui, dans l'HTML, ben ici on le voit d'ailleurs, hein, dans la page HTML, tu as un div class grid. Donc tu peux mettre un canvas à la place et faire ton SVG dedans si tu as envie. Par exemple, alors, c'est ça. Oui. Pourrait-on alors justement, quand tu m'as parlé de SVG la semaine dernière, j'avais essayé je me suis dit ce serait un bon exemple avec Blazor. Le problème, c'est qu'il y avait un bug dans la version 0.1 qui disait qu'on pouvait pas utiliser du SVG. Donc, on verra avec la version 2, quoi. Le problème aussi, c'est que justement avec cette histoire de Blazor-component, avec du SVG, si tu veux être fin au niveau de la gestion des éléments à l'intérieur de ton dessin, tu risques de te retrouver avec des Blazor-components à l'intérieur de ton SVG. Je sais pas comment ça va se comporter, quoi. Ça va être lourd. Ça va être lourd, ouais. Bon, pour l'instant, c'est la version 0.2, donc. Oui. Ouais. Il faut voir s'ils peuvent pas améliorer ça, justement. Si c'est lié à l'aspect de mise à jour, de binding, il y a peut-être moyen, quand on a besoin, de dire, OK, je vais le mettre là, et puis dans les autres cas, par défaut, ou l'inverse, de dire, non, j'en veux pas, et puis on l'enlève, quoi. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, là, c'est la grosse astuce à René pour le code behind. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai créé une page CS HTML traditionnelle et j'ai créé une classe gridformmodel.cs. Mm-hmm. Et cette page gridform.cs HTML, je lui dis qu'elle hérite de gridformmodel. Ah oui, tu peux faire un @inherits pour demander que ça hérite de la page. Voilà, donc en réalité, cette page gridform.cs HTML, elle héritera de gridformmodel. Et dans gridformmodel, c'est là où je mets le code behind, puisque gridformmodel, je le fais hériter de Blazor Component. Ok. Donc, tu vois, Christophe, j'avais commencé à faire des SVG. Non, mais c'est que ouais, puis comme tu dis, c'est tout neuf, quoi. Ouais, c'est tout neuf. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être simple, hein, parce que faire du C#, on va dire de base, donc des calculs, addition, soustraction, tout ça, évidemment, tout ça, ça marche bien. Enfin, ça devrait fonctionner. Mais dès que tu veux sortir un peu et interagir avec l'interface graphique, c'est probablement le cas ici avec le SVG ou l'HTTP client, comme on l'a vu. Ben là, ça complexifie peut-être un peu les choses, quoi. Donc là, on a la version 0.2 qui est parue hier soir, donc, qui est toute neuve. Et t'as pas passé toute ta nuit pour essayer de regarder tout ce qui fonctionnait bien et pas bien? Non, je suis déçu. La nuit, je regarde Netflix. Donc, les mises à jour, ils ont prévu un timing à peu près de toutes les 3 semaines. Ouais, c'est ça. Bah, pour le moment, ils respectent. Hein. Pour le moment, ils respectent. Si on regarde le Minestone 0.2, il n'est pas rempli, mais bon, il faut une livraison toutes les 3 semaines. Comme c'est vraiment un projet, j'allais dire, c'est un proto, hein. Il voit les réactions des gens par rapport à ça pour voir si au lieu d'être 3 dans les types de développement, ils vont monter à 10. Mmh. Donc pour l'instant, ils sont pas très rigoureux dans le contenu de livraison par rapport à une approche agile traditionnelle. C'est pas grave, c'est pas ce qu'on leur demande. Donc on aura du nouveau dans 3 semaines. On peut s'amuser, on peut faire des trucs sympas avec. Donc moi j'invite un petit peu tout le monde à tester. L'installation se passe très bien, elle est très simple. Hein, c'est vraiment, il suffit de télécharger le SDK, la nouvelle version de Visual Studio et puis l'extension Blazor et ça marche. Donc
il y a très peu il y a eu très peu de commentaires sur GitHub sur dire j'ai des problèmes au moment de l'installation, etc. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3, c'est tout, sur l'ensemble des gens qui l'ont utilisé. Mais à chaque fois, c'était parce qu'ils avaient installé la mauvaise version du SDK de .NET Core. Donc ça marche bien, ça marche en parallèle avec notre outil de développement de tous les jours. C'est marrant à tester, et ne serait-ce que pour voir comment ça marche, quoi. Denis, c'est quoi ton sentiment là-dessus, toi? Moi, mon sentiment, déjà, je suis très très intéressé. J'avais regardé aussi un petit peu Blazor, j'avais avec la version 0.5 et 0.1, je pense. Donc, moi, mon sentiment, il est très positif sur ça. Il y a une chose que j'attends de voir, mais je pense qu'on va être assez fixé très rapidement dans les mois qui viennent, c'est voir l'engouement que ça va donner. Parce qu'évidemment, ce genre de choses ne peut fonctionner que si il y a une communauté derrière qui suit et que si les WebAssembly se développent, quoi. Sinon, dans 2 ans, dans 3 ans, si personne l'utilise, évidemment, ça risque de mourir un petit peu et de conserver, puisqu'on tout ce qu'on fait là, on peut le faire en gros en JavaScript. C'est en gros, je dirais, pour nous simplifier un peu le travail, pour ce que j'appellerais travailler de manière un peu plus professionnelle avec des langages et des outils de développement plus professionnels. Bien que tout ce qui est JavaScript et autres, on ne dise pas que c'est pas professionnel, mais je veux dire, il y a moyen d'avoir des solutions et des techniques de développement quand même C'est plus structuré. Plus structurées. On parlait des classes ici, de l'injection de dépendance, enfin c'est des choses qui sont quand même plus simples à utiliser dans des langages C# ou autres, mais des langages plus haut niveau. Donc j'espère de tout cœur que ça va évoluer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que la mayonnaise va prendre. Si oui, ben moi, en tout cas pour tout ce qui est site métier, site business, intranet ou pas des sites grand public de présentation, ça je pense que même du JavaScript ça marchera, mais c'est ce que j'allais soulever. C'est vraiment fait pour des applications client-serveur entre guillemets et pas pour des sites web traditionnels où là Bootstrap, WordPress ou tout ça font bien leur taf et puis pas besoin de s'emmerder, quoi. Et même avec le JavaScript qu'on a actuellement, et il fonctionne pour moi très bien pour tout ça. Donc non, c'est vraiment ici, moi je prends les projets qu'on va bientôt nous devoir développer. Si on était beaucoup plus mûr dans ce genre de technologie, ben ça me botterait bien de passer là-dedans et de dire ok, on va faire un développement métier là-dessus. Comme on le voit ici, des grilles, des formulaires, gérer des données. Il y a énormément de projets maintenant qui se basent sur ce genre, enfin sur du web, parce que ça a énormément d'avantages, mais on est obligé de faire avec le JavaScript pour le moment, quoi. Donc TypeScript est un palliatif, mais vous ne croyez pas que de toute façon le logiciel, son avenir est le web? J'en suis certain à 200%. Moi je pense aussi à 400%. Vu comment Microsoft bouge en ce moment, je pense que le logiciel, d'ici les 10 ans, il va radicalement changer. Toi, Richard, tu connais maintenant extrêmement bien Blazor, là. Oui. À l'état où il en est. Bah si, tout de même, tu suis tellement au jour le jour que tu vas le voir évoluer et puis tu vas devenir MVP Blazor. Est-ce que ça te ferait bouger d'Angular? Pour l'instant, non. Non, je suis d'accord. Mais vu comment il évolue là de semaine en semaine, Angular, il a du mal à se faire ou pas? Ce que je vois, c'est le profil du développeur full stack, à qui dans une petite boîte, on lui demande j'ai besoin d'un site web, parce que on a des gens qui sont sur Mac, etc. dans l'entreprise, donc tu te débrouilles, moi je veux du web, je veux que ce soit joli, et puis tu gères aussi la base de données, tu gères toutes les solutions métiers, etc. Tu te débrouilles, moi je veux ça. Donc là actuellement, la problématique, c'est que du coup, il faut qu'il apprenne et le C# et le Transact SQL et le JavaScript. Avec Angular, il faut qu'il apprenne Angular, il faut qu'il apprenne TypeScript, etc. Donc il y a un délai de montée en compétences qui est assez important. Là, il n'y a plus que C#, CSS 3, Bootstrap et HTML5, quoi. Voilà, c'est ça. Et je suis sûr et il y aura des frameworks qui existent déjà d'ailleurs on parle de Bootstrap et dans les autres, mais il y a déjà des frameworks graphiques, enfin pour faire un rendu graphique qui existent et qui sont bien faits. Donc si on peut faire la même chose en disant tiens on développe par exemple en Blazor et le rendu visuel, si on va avoir une grille ou un contenu visuel beaucoup plus joli, il suffit de lancer une commande et puis plop le machin va devenir bleu, vert, rouge comme il faut. Moi je me dis, et c'est vrai ce que tu dis Richard, avoir pour le moment les compétences. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais si on veut vraiment être expert dans une chaîne complète, faire du Bootstrap, faire du JavaScript, faire du TypeScript, qui n'a rien à voir, même en termes
je vais dire, de conventions, de nommages et des choses comme ça, de règles, de tests unitaires. C'est deux métiers quasiment différents, quoi. Les logiques sont les mêmes, mais c'est pas du tout les mêmes métiers. Ouais. Et ça y est, du coup, tu pars tellement que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah. Bah, ça me reviendra. Et sinon, là, tu as utilisé Visual Studio. Visual Studio Code, pour l'instant, il est mis de côté. Quoique, j'ai vu qu'il y avait une extension qui s'appelait Razor Plus, qui est toute neuve, qui vient de sortir il y a 10 jours, là, qui tag Blazor. Mais je pense que, vu que ça vient pas de Microsoft, ça risque d'être abandonné, on va dire. Enfin, pas abandonné, mais Microsoft, il en parle pas de Visual Code en ce moment? Non. Non, ce qu'il faut voir, c'est que justement, c'est par rapport au profil des gens qui sont visés entre guillemets par ce type de développement. Visual Studio Code, c'est pas forcément l'outil adapté, quoi. Non. Là, on est vraiment orienté C# pur et dur. Donc Visual Studio est ton ami, quoi. D'accord. Plus que Visual Studio Code. Maintenant, je pense, mais dis-moi si je me trompe, Richard, on n'est pas obligé d'avoir Visual Studio pour compiler, puisqu'en gros, on crée des fichiers HTML, CS, on peut le compiler en ligne de commande si on a envie. Donc, on pourrait, en configurant, l'intégrer à VS Code, quoi. Ouais. Oui, non, ça, c'est pas un frein technique. Hein. Ouais, c'est ça. C'est juste un confort d'utilisation. C'est ça. Je pense que c'est Visual Studio qui est approprié pour ça. Bon, bah, Denis, il y a quelque chose à rajouter, peut-être? Non, moi, ce que je disais, je serais curieux de voir et de se reposer ou de refaire une discussion on va dire dans 6 mois ou dans 1 an pour voir où ça en est, comment ça a évolué et comment cette mayonnaise a pris. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent? Et là, je pense que ça donnera déjà une bonne vision des WebAssembly. Ouais. De toute façon, il y a encore, on va dire, encore 3 ou 4, je sais pas. L'ordre de grandeur, c'est, on va dire, jusqu'à mai, juin, des itérations qui vont être faites. Et là, ils vont se poser au sein de l'équipe ASP.NET et prendre la décision, c'est on arrête ou on continue, quoi. Ouais, c'est ça. Et s'ils continuent, là, ils mettront un petit peu plus de moyens pour avoir plus de développeurs pour que le projet soit vraiment boosté. Donc, ce qu'on voit là, je pense que s'ils décident de continuer, ça n'aura rien à voir avec la version finale. Il suffit d'imaginer, j'allais dire, les premiers protos qu'on a eu de ASP.NET MVC, de voir à quoi on est arrivé aujourd'hui. On voit qu'il y a une évolution qui est monstrueuse et qu'on ne pouvait pas imaginer au lancement. Ouais. Mais c'est vrai. Et l'engouement, pour le moment, a l'air quand même, a l'air pas mal. Hein. Il y a pas mal de devs qui ont l'air de dire, on va regarder ça, quoi. Et ça simplifie la connaissance. Ouais. Alors sinon, j'ai une info exclusive mondiale planétaire. Breaking news. Voilà, breaking news pour conclure. Donc, vous savez que c'est au mois de mai où il y a la build de Microsoft, qui est l'événement annuel pour les développeurs. Et vous savez qui va être présent pendant la keynote? Mmh. Vous avez pas une une voiture? Non, ça non, au moins on m'a pas prévenu. C'est Linus Torvald. Puisque maintenant Microsoft a décidé de créer des OS Linux, je pense qu'on va bientôt le voir, quoi. Blazor pourra fonctionner dessus, hein. Il n'y a pas de raison, c'est multiplateforme. Hein. Bien sûr. Bon, écoutez, un grand merci à vous deux pour ces très belles explications. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en audio et en vidéo sur YouTube ou alors sur le site devaps.be. On vous attend sur le Slack, le tout nouveau Slack du podcast sur devapspodcast.slack.com et il faut envoyer un email à slack@devaps.be. Denis, je te rends le micro. C'est sympa. Merci beaucoup. J'espère en tout cas qu'on continue comme ça et que tu pourras reprendre le micro de temps en temps. C'est agréable aussi. Hein. Fainéant, va. Non. Merci à toi. Bon, allez. Bonne journée à tous. À bientôt. Bientôt, salut. Salut.